Alors, avant tout, j'aimerais préciser que les collections d'art islamique et les musées qui y sont consacrés n'apparaissent pas instantanément après le 11 septembre, hein. Les collections, pour leur grande majorité, en tout cas, préexistent les attentats de New York. Et la notion d'art islamique, comme je l'explique dans mon ouvrage, date même de la fin du 19e. C'est une invention occidentale et elle demeure par ailleurs assez problématique. Elle est assez contestée, hein, dans le milieu des spécialistes. Elle ne fait pas l'unanimité. Euh, et du coup, voilà, il y a une préexistence de tout ça. Il y a des grandes collections qui sont dans les musées internationaux. Par contre, ce qui se passe avec le 11 septembre, ce sont, si vous voulez, trois choses. La première, c'est que le 11 septembre fonctionne comme un catalyseur. Il focalise l'attention sur les collections préexistantes. C'est le cas au Louvre ou au Metropolitan Museum de New York, par exemple. Ensuite, il donne une sorte de coup d'accélérateur. Là où il y avait des projets de création, de rénovation, d'élargissement, par exemple au musée du Caire, eh ben ça permet à ces projets d'émerger, si vous voulez, de prendre forme. Et puis, troisièmement, le 11 septembre génère une envie dans les institutions culturelles où l'art islamique est absent ou est très marginal, si vous voulez. C'est le cas au Golfe Persique. Dans le Golfe Persique, par exemple, à Doha, hein, le musée d'art islamique de Doha est créé vraiment à la suite des attentats, si vous voulez, de manière contemporaine à cet engouement que moi j'appelle effectivement Islamania muséale globale. Il y a deux motivations essentiellement. Il y a une motivation plus personnelle, si vous voulez. C'est que j'avais déjà une expertise sur Paris, sur l'écologie parisienne. J'avais étudié auparavant l'humour musulman à Paris. Et donc, il y avait vraiment, j'avais des compétences, si vous voulez, géographiques, on va dire. Et puis, la motivation plus importante, eh bien, après avoir étudié donc l'art de rue, on va dire le stand-up, l'humour, j'avais envie de travailler sur l'art institutionnel, sur la place de l'islam dans l'art institutionnel et plus précisément dans les musées. Et donc, où sinon à Paris, Paris qui est la ville des musées. On se souvient tous de la course dans le Louvre, dans le film de Godard, hein. C'est dans la mémoire culturelle. Et puis Paris, capitale arabe, hein, pour reprendre le titre d'un ouvrage dirigé par Pascal Blanchard. Et donc Paris est une ville non seulement importante du point de vue donc de ses institutions culturelles, mais aussi, je dirais peut-être Paris capitale de l'art islamique, parce que le Louvre a une des plus grandes collections d'art islamique, plus de 3000 pièces, hein, qui tournent évidemment, et puis une des plus anciennes, 1892. C'est sinon la plus ancienne collection, hein, pensée comme telle dans le monde. Donc, il y avait déjà, si vous voulez, cette réalité qui était sous mes yeux. Et donc, j'ai choisi Paris. Pourquoi le Louvre, le département des arts de l'islam au Louvre et l'Institut du monde arabe ensemble? Eh bien, parce que justement, après avoir fait un tour du monde, hein, en quelque sorte, des institutions culturelles consacrées à l'art islamique, je suis allée à Berlin, à New York, au Japon aussi, au Canada. Eh bien, je me suis rendu compte que, si vous voulez, il fallait bien sélectionner, et le Louvre et l'IMA, l'Institut du monde arabe, en quelque sorte, résument les deux grandes tendances, ce que j'appelle donc les régimes d'exposition, pour reprendre le terme de Tony Bennett, de l'art islamique dans le monde. En gros, ce sont les deux grandes tendances que ces deux institutions incarnent. Voilà pourquoi j'ai choisi ces musées. Comme je le disais tout à l'heure, le département des arts de l'islam du Louvre et l'Institut du monde arabe sont vraiment représentatifs de deux grandes tendances d'exposer l'islam. Au Louvre, on a ce que moi j'appelle un régime d'exposition assimilationniste républicain. C'est-à-dire qu'en gros,
on efface les particularités de l'islam pour vraiment l'assimiler à l'histoire artistique française. Je vais rentrer dans les détails tout de suite, mais je vais d'abord vous présenter l'autre régime qui est celui de l'Institut du monde arabe, qui est le régime, pour moi, inclusif libéral, c'est-à-dire qu'on va inclure l'art islamique dans un discours sans en effacer ses particularités, au contraire en les mettant en valeur. Alors, au Louvre, si vous voulez, je vais vraiment tenter de résumer, ce sont les chefs-d'œuvre de l'islam avec un I majuscule, donc entendu comme un bloc culturel civilisationnel, passé lointain, politique, culturel, social et aussi religieux qui sont mis en valeur. La religion musulmane est vraiment mise à l'écart dans le parcours muséal, elle est placée à la fin du circuit, si vous voulez. Et lorsque le Louvre s'y penche, il va avoir tendance à valoriser les caractéristiques esthétiques des œuvres, l'histoire sacrée des pièces devenant secondaire en quelque sorte. C'est le cas de, par exemple, une série de Corans dont on vante la beauté sans aborder le contenu. Sophie Macariou, qui était donc l'ancienne directrice du département des arts de l'islam et qui a assuré la muséographie de A à Z, était soucieuse d'éviter, et je la cite, toute association injuste entre les collections d'art et l'actualité. Ce qui l'a amené, si vous voulez, à nuancer la place de la religion dans le circuit. La muséographie insiste en revanche sur les ponts entre Orient et Occident en soulignant les influences de l'art occidental sur les pièces islamiques. C'est vraiment une tendance à nationaliser les œuvres. Les équipes parlent, par exemple, de Versailles turc pour décrire un ensemble de pièces de céramique disnique ou de la Joconde de l'islam pour définir la pyxide, donc un objet qui est très connu dans le milieu de l'art islamique. Donc, on rend les œuvres plus familières, davantage françaises, si vous voulez, mais on en efface une partie de la biographie. Pour résumer, en fait, le Louvre promeut une lecture de l'altérité basée sur ce qui unit, sur un héritage commun qui est vraiment cohérente avec la commande de l'État français qui voulait que le Louvre fournisse une image positive de l'islam favorable au vivre ensemble au lendemain des attentats du 11 septembre, pour revenir à la première question. À l'Institut du monde arabe, à l'inverse, l'islam est présenté vraiment via toutes ses facettes et en particulier à travers la religion en ce moment. C'est la religion vécue, la prière, le pèlerinage, qui est exposée et rendue familière. Le culte musulman est toujours placé dans un continuum avec les autres religions. C'est le cas d'une vitrine où, en fait, le Coran, un Coran, une œuvre qui est exposée à l'Institut du monde arabe, apparaît après la Torah et l'Évangile et juste avant une pièce artistique. Donc, si vous voulez, c'est un autre qui est semblable. C'est une image amicale, mais jamais radicale de l'islam qui est présentée. Les équipes donc, de spécialistes en communication, dirigées par l'ancien ministre socialiste de la culture Jack Lang, utilisent les réseaux sociaux pour s'adresser au public et notamment à la communauté musulmane française, à laquelle tous les ans on souhaite une bonne Aïd et un joyeux Ramadan. C'est le cas aussi cette année. Et donc, voilà, si vous voulez, on a aussi des chefs d'entreprise musulmans qui sont invités, des féministes islamiques, des street artistes arabes qui sont invités à témoigner à l'Institut du monde arabe. Pour résumer, là aussi, l'IMA en fait valorise un islam cool et à la mode, libre et moderne, une image qui est donc basée davantage sur l'épanouissement personnel plus que sur la cohésion comme garantie de la paix sociale. Et c'est en phase aussi avec la mission, la volonté, si vous voulez, de l'actuelle direction. Donc, vraiment deux manières de présenter l'islam très différentes, les deux assez caricaturales, si je puis dire, mais là encore, ces schémas évoluent. C'est-à-dire que les équipes changent et elles sont aussi conscientes de certaines apories, de certaines lacunes de leurs expositions. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas là d'accuser ces expositions, mais d'en souligner un petit peu les défauts. Alors, il existe quelques études sur les publics
par rapport à l'art islamique, hein, évidemment. Il y en a une qui a été faite par Jean-Michel Taubelem, mais il s'agit d'une étude qui a été faite avant l'ouverture du département des arts de l'islam. C'était vraiment prospective, une étude prospective. Mais rien d'autre a été fait. Je peux citer par contre un master, donc une étude qui est en cours d'Élise Dagobert, qui est en train d'étudier effectivement la réception de ces musées à Paris et plus particulièrement au Louvre. Ce n'est pas le cas de mon ouvrage. Dans mon ouvrage, je n'étudie pas la réception. Par contre, je soutiens le fait que si ces musées ne changent pas le regard par rapport à l'islam, ils ont quand même une influence assez importante. Il faut savoir que le Louvre demeure le musée le plus visité au monde, ce n'est pas rien. Et donc, la présence de l'islam dans ce musée, peut-être plus qu'à l'Institut du monde arabe, elle est remarquable et elle est remarquée. D'ailleurs, il y a eu une grande publicité dans le métro parisien, sur les bus. Dans mon ouvrage, j'en fais une étude de toute cette publicité qui a été faite. Et donc, elle n'est pas passée inaperçue, cette présence de l'islam. Et d'ailleurs, il y a dans une vidéo de la BBC qui a été tournée en 2012, la journaliste Razia Iqbal, qui est donc une journaliste de la chaîne britannique, elle assiste en 2012 à l'inauguration de l'aile islamique au Louvre et elle interviewe Marwan Mohamed, président à l'époque du collectif contre l'islamophobie en France, qui donc interrogeait sur la présence de l'islam au Louvre, hein, de cette ouverture incroyable en grande pompe de l'aile islamique au Louvre. Et ben, une fois qu'il est interrogé, Marwan Mohamed dit qu'il se félicite pour ce pas en avant vers la reconnaissance de l'islam comme faisant partie de l'histoire française. Donc, il y a quand même, si vous voulez, des répercussions, que ce soit pour la communauté musulmane française et internationale, hein, pour l'Oumma en général, mais aussi pour les non-musulmans, le fait que l'islam soit intégré, soit présent au Louvre, eh bien, évidemment, ça a des conséquences sur leur regard, sur le regard qu'on peut porter sur l'islam. C'est une très belle question. Le musée est une création politique. Le musée est politique. Bénédicte Anderson le montre dans son étude. Mais il y a aussi Peggy Levitt, plus récemment, hein, la sociologue Peggy Levitt, qui, dans un ouvrage de 2015, How Museum Put the Nation and the Words on Display, en fait vraiment... tout son argumentaire est basé sur le fait que à travers le musée, l'État se donne à voir. Pierre Rosanvallon a une très belle expression. Il dit que le musée fournit un visage à la nation. Donc, voilà, toute la littérature le montre. Le musée est un outil et le miroir en même temps du politique, encore plus en France. Donc, à travers, si vous voulez, en m'appuyant sur cette littérature, je suis partie sur le terrain et je me suis rendu compte qu'effectivement, eh ben, l'actualité sociopolitique avait des répercussions. On pouvait remarquer des changements à l'intérieur des salles, que ce soit dans la muséographie, dans le choix des expositions, parallèlement à ce qui se passait donc dans l'actualité. Encore une fois, le temps du musée est beaucoup plus long, hein, le temps de gestation du musée est beaucoup plus long que le temps réel, si vous voulez. Il faut du temps pour monter une expo, pour trouver des œuvres, mais il y a quand même des changements qui sont apportés. Et puis, à partir du 11 septembre 2001, les conservateurs et conservatrices d'art islamique se sentent vraiment investis, j'en cite un qui dit ça, d'une responsabilité vis-à-vis de la société, qu'ils le veuillent ou pas. D'ailleurs, ils ne le veulent pas d'habitude parce que voilà, ce n'est pas pour ça qu'ils ont choisi le métier. Mais voilà, il y a une nouvelle responsabilité de ces musées qui conservent et exposent l'art islamique. Et évidemment, ça a des influences sur leur manière de travailler. Et puis, par rapport, du coup, à la laïcité, eh bien, ce sont les responsables, les équipes des musées
qui me parlent de laïcité. Quand je les ai rencontrés, on me parle au Louvre d'une exposition laïque, justement parce qu'on se focalise sur l'esthétique et non sur la portée religieuse des œuvres. Et la même chose, mais d'une autre manière, si vous voulez, une autre interprétation de la laïcité à l'Institut du monde arabe, où Jack Lang dit avoir une vision de la laïcité souple, justement parce qu'il ne nie pas si vous voulez, la nature religieuse de l'islam, des œuvres islamiques, mais au contraire, la met aussi en valeur. Oui, en quelque sorte, je dirais que c'est le cas, peut-être en relativisant encore une fois hein, l'importance des musées. Il ne s'agit pas de la presse, il ne s'agit pas de la télévision, d'Internet, mais quand même, les musées ont leur importance, encore plus dans le paysage français et dans l'écologie parisienne, si vous voulez. Et je pense qu'il s'agit effectivement d'arènes politiques qui sont utilisées non seulement pour faire de la diplomatie à l'interne, mais aussi à l'externe, pour parler aux pays arabo-musulmans. Et d'ailleurs, elles deviennent des plateformes, enfin ces musées deviennent des plateformes pour les pays arabo-musulmans, des vitrines. Hein. Alexandre Caserouni critique un petit peu quand même le Louvre qui se fait vitrine des puissances, si vous voulez, du Golfe Persique, par exemple. Alors, je rappelle qu'après les attentats de 2015, hein, celles qui ont eu lieu à Paris, François Hollande décide de faire un discours à la nation en choisissant comme lieu du discours le parvis de l'Institut du monde arabe. Institut du monde arabe où Jack Lang avait fait écrire, sans faire d'ailleurs l'unanimité dans l'équipe, à ce que je sais, à ce que je sache. Derrière donc François Hollande, il y avait cette affiche « Je suis Charlie ». Donc, en français et en arabe. Donc vraiment, l'Institut du monde arabe devient une arène politique pour François Hollande, pour parler à la France, mais aussi pour parler à l'international. Donc oui, je pense qu'effectivement, ces musées ont une portée diplomatique. Même chose en 2012, lors de l'inauguration de l'aile islamique au Louvre. François Hollande, qui était président à l'époque, s'adresse à l'islam à l'international et il s'adresse en même temps à la France. Voilà, la volonté de donner une image positive de l'islam à l'interne, hein, à la nation française, et aussi de parler évidemment à la communauté musulmane française, mais en même temps de parler aux partenaires économiques à l'étranger. Ce n'est pas un secret.